À la fin de la guerre, il ne restait pratiquement plus aucun institut intact en Allemagne. Les bâtiments avaient des fenêtres vides, les laboratoires étaient à moitié inondés et les archives avaient été brûlées à la hâte ou expédiées vers l'ouest. L'objet V12, un petit centre de recherche situé à la périphérie d'une ville que les services de renseignement soviétiques avaient qualifié dans leur rapport d'astronomique, peut-être balistique, n'en était que plus précieux. Il fut pris sans combat. Les agents du SMERSH entrèrent dans le bâtiment, au milieu des bureaux renversés et des plans éparpillés qui ne sentaient pas le papier brûlé, mais la vieille poussière. Sur la porte du local de stockage au sous-sol, une plaque défraîchie indiquait encore « Sonderarchiv ». Ils coupèrent le cadenas avec un coupe-boulon et, à la lumière de leurs lampes torches, des rangées d'armoires métalliques apparurent, soigneusement étiquetées avec des années et des codes. La plupart des dossiers traitaient des sujets habituels de la fin du Reich. Fusées à longue portée, météorologie, géodésie pour l'artillerie. Mais une armoire particulière, marquée de l'étiquette Himmelsmechanik, mécanique céleste, ne contenait pas de table balistique, mais des cartes stellaires avec de longues lignes courbes tracées dans le ciel. Le major des services internes, Lebedev, chargé de sélectionner les documents trophées, était un homme pragmatique. Il s'intéressait aux portées et au rendement, pas à la déclinaison et à l'ascension droite. Il feuilleta quelques feuilles, vit des légendes en latin sur le périhélie, le aphélie et les périodes sidérales, grimaça et tamponna le dossier à retirer en totalité. Dans l'index qui l'accompagnait, il nota mécaniquement « Météorologie, balistique, transmettre à l'Institut de recherche approprié ». Dans le train qui se dirigeait vers l'est à travers la Pologne en ruine, des caisses contenant ces cartes étaient empilées parmi des machines-outils démantelées et des lance-roquettes démontées. À Moscou, différentes personnes se sont occupées des trophées. Une partie des documents allemands a été envoyée au bureau d'études de fusées, à ceux qui allaient plus tard créer la R7 et lancer le premier satellite. Une autre partie, marquée d'importance particulière, a fini à la Loubianka. Là, dans le département chargé du renseignement scientifique et technique, ils ont apposé une nouvelle étiquette sur le cabinet Himmelsmechanik. Archives spéciales. Accès restreint. Cette fois-ci, les documents furent parcourus avec plus d'attention. Ce qui attira l'attention, ce ne furent pas seulement les orbites régulières des planètes et des comètes connues, mais aussi une série de cartes dont les titres étaient en allemand, et les légendes dans un mélange d'allemand et de latin. Bahn der Eindringlingsobjekt I4. Orbite des objets intrusifs 1 à 4. Ces lignes ne correspondaient pas à l'image standard. Elles coupaient le plan de l'écliptique à un angle prononcé, traversaient les orbites des planètes intérieures et s'étendaient bien au-delà de Jupiter. Les notes explicatives utilisaient des expressions particulières. Trajectoire non elliptique, caractère hyperbolique, origine interstellaire possible. Sur une feuille, quelqu'un avait ajouté une note au crayon, en allemand. Si le calcul est correct, notre invité était déjà là, il y a des milliers d'années, et reviendra dans des dizaines de milliers d'années. La question n'est pas de savoir d'où il vient. La question est de savoir pourquoi son orbite croise la nôtre si parfaitement. La signature était illisible. L'encre était maculée, comme si quelqu'un avait délibérément passé un doigt humide dessus. Les analystes soviétiques
avaient l'habitude de rechercher une logique militaire dans les documents ennemis. Ici, il n'y avait presque aucune logique militaire. Il y avait de longs tableaux d'éphémérides, de corrections de précession, de tentatives de conciliation entre les anciennes chroniques d'observation et les derniers modèles astrophysiques de l'époque. Un rapport mentionnait des objets intrusifs, comme des corps hypothétiques, entrant dans le système solaire sur des orbites très inclinées, presque hyperboliques, qui seraient difficiles à détecter à l'avance. L'auteur allemand suggérait que de tels passages pourraient être liés à des catastrophes géologiques et à des pics d'activité météorique. Au milieu des années 40, la science soviétique ne disposait ni de la puissance de calcul, ni des données nécessaires pour tester ces hypothèses. Mais les organes de sécurité avaient une motivation différente. Tout ce qui concernait les objets entrant dans l'espace aérien et l'espace proche de la Terre était classé comme une menace potentielle. Une note adressée au commissaire adjoint aux affaires intérieures contenait une résolution laconique. Information à conserver, diffusion à limiter, à utiliser au fur et à mesure du développement de la science nationale. Personne ne disait à haute voix « classé secret à jamais ». Cette expression était remplacée par des termes tels que stockage permanent et importance particulière. Le dossier sur les orbites a été rangé sur une étagère à côté d'autres trophées étranges. Des schémas de laser à acétylène, des plans inachevés d'avions à ailes en flèche, des plans de systèmes radar à très longue portée. Une hypothèse ennemie de plus qui devait être cachée en attendant des jours meilleurs. Ces temps meilleurs sont arrivés de manière inattendue et pour une raison tout à fait différente. Dans les années 1990, alors qu'un immense pays s'effondrait, les secrets ont commencé à fuiter, tout comme les salaires. La transition d'un État soviétique fermé à une réalité post-soviétique chaotique a révélé des choses qui étaient restées intouchables pendant des décennies. Les archives des services de sécurité ont connu une période étrange. Les anciens conservateurs sont partis, les nouveaux n'ont pas eu le temps de mettre en place des systèmes, et les couloirs se sont remplis de personnes munies de cartes d'identité et de minces dossiers en plastique transparent. L'une de ces personnes, un ancien employé des archives centrales, a fait ce qui semblait impossible au milieu des années 90. Il n'a pas pris une copie d'un document, mais le document lui-même. Ce n'était pas l'élément le plus important du dossier Immels mécanique, mais c'était le plus spectaculaire. Un grand tableau sur toute la page, avec plusieurs trajectoires rouges vifs traversant le système solaire. Dans la marge, une main russe avait ajouté « Trajectoire des objets intrusifs » d'après des données allemandes. Comparaison avec les observations historiques. À usage interne uniquement. Le graphique n'a pas été publié immédiatement, ni dans une revue scientifique. Il est d'abord apparu dans la salle de rédaction d'un petit tabloïd moscovite spécialisé dans les mystères de l'époque. Là où le rédacteur en chef ne voyait qu'un prétexte pour un titre sensationnel sur « l'espace secret des nazis », l'astronome, consultant invité, y voyait autre chose. Même dans la reproduction imparfaite du journal, on pouvait distinguer les étiquettes numériques, inclinaison orbitale, argument du périhélie, longitude des nœuds ascendants. L'une des trajectoires avait une inclinaison d'environ 60 degrés par rapport à l'écliptique et un ensemble spécifique d'angles qui, à l'époque, ne signifiait pas grand-chose pour le grand public.
Mais un peu plus de 20 ans plus tard, ces mêmes paramètres allaient commencer à apparaître dans les travaux sur les objets interstellaires entrant dans le système solaire. Lorsque les médias scientifiques ont commencé à parler de 3I/Atlas, un objet ayant reçu la 3e désignation dans le catalogue des visiteurs interstellaires, les astronomes ont publié un ensemble d'éléments orbitaux, inclinaison élevée, vitesse hyperbolique excessive, position caractéristique de son périhélie par rapport à la Terre. Pour les spécialistes, il ne s'agissait que de chiffres décrivant la trajectoire d'un corps dans notre système. Pour ce même consultant, qui avait conservé les coupures de presse des années 90, c'était comme reconnaître un vieux dessin dans de nouvelles coordonnées. Les coïncidences existent en astronomie. Les orbites de différents objets se trouvent parfois dans des plans similaires et croisent l'orbite terrestre à des nœuds comparables. Mais une correspondance, à un degré près, pour une combinaison aussi spécifique de paramètres, inclinaison, longitude du nœud, argument du périhélie, ne semblait plus être le fruit du hasard. Cela ressemblait à la trace d'une seule et même structure dynamique. Dans les années 1940, sans télescope moderne ni intégrateur de trajectoire informatique, les Allemands avaient en quelque sorte atterri dans la même région de l'espace de phase que les astronomes du début du XXIe siècle allaient plus tard cartographier. La question du comment et du pourquoi intéressait non seulement les scientifiques curieux, mais aussi ceux qui, en Russie, prenaient au sérieux l'État soviétique disparu depuis longtemps. Dans les cercles semi-fermés des vétérans du renseignement, des rumeurs circulaient, selon lesquelles, dès les années 1950, sur la base de documents allemands capturés, l'URSS avait lancé un programme discret pour surveiller les objets célestes anormaux. Officiellement, ce programme relevait de la météorologie spatiale et de l'étude des aurores. En pratique, il consistait à rechercher dans la haute atmosphère des traces de quelque chose qui ne correspondait pas aux statistiques météorologiques normales. L'Arctique est devenu le terrain d'essai privilégié pour plusieurs raisons. Premièrement, aux latitudes polaires, il était plus facile de construire des stations radars orientées vers le nord, dans la direction d'où l'on attendait les bombardiers, et plus tard, les missiles intercontinentaux. Toute anomalie supplémentaire sur ce fond se serait immédiatement fait remarquer par les équipes de service. Deuxièmement, les aurores boréales puissantes et autres effets magnétosphériques étaient plus fréquents au-dessus de l'Arctique et pouvaient soit masquer, soit mettre en évidence l'interaction de l'atmosphère avec des flux de particules inhabituels. Troisièmement, si l'on en croyait les calculs allemands, certaines zones du ciel où les trajectoires des objets intrusifs pointaient, se projetaient vers ces mêmes régions de haute latitude. Le programme, lancé à la fin des années 40 et au début des années 50, était réparti entre plusieurs agences. Pour les observateurs extérieurs, il s'agissait simplement de nouvelles stations polaires, de réseaux d'observation météorologiques et d'expéditions étudiant la glace et l'ionosphère. Les rapports énuméraient les variations du champ magnétique, la fréquence des traînées de météores et les statistiques sur les nuages lumineux. Mais au sein d'un petit cercle de superviseurs, il y avait une couche supplémentaire. La comparaison de ces observations avec les fenêtres calculées pendant lesquelles de gros fragments interplanétaires pouvaient passer le long de ces mêmes orbites inclinées.
il n'y a aucune confirmation officielle dans les sources ouvertes que l'URSS ait trouvé quoi que ce soit qui soit clairement lié au programme 3I/Atlas. Les récits qui apparaissent parfois dans les mémoires des géophysiciens et des officiers militaires de l'Arctique ne mentionnent que des nuits étranges où les instruments ont enregistré des perturbations déroutantes et où le ciel ne s'est pas comporté comme prévu. Un récit décrit un épisode survenu à la fin des années 60. Une augmentation soudaine de l'ionisation à haute altitude, une forte impulsion sur les magnétomètres et un bref flash silencieux au-dessus de nos têtes qui n'a laissé aucun son ni aucune pluie de météores dans son sillage. On peut attribuer ces cas à des dysfonctionnements de l'équipement ou à des phénomènes géophysiques rares mais normaux. Mais dans un rapport analytique classifié publié à la fin de la période soviétique, ces épisodes étaient présentés à côté de calculs remontant à leurs origines dans les cartes allemandes trophées. Une note de bas de page indiquait « On ne peut exclure un lien avec des objets interstellaires hypothétiques, dont les paramètres orbitaux coïncident en partie avec les données obtenues par des observatoires étrangers. » Le style du document trahissait la fin des années 80, une époque où le rideau de fer commençait déjà à se fissurer et où les publications scientifiques étrangères affluaient plus vite que les censeurs ne pouvaient les filtrer. Après l'effondrement de l'Union soviétique, ce programme, comme beaucoup d'autres, a été officiellement abandonné. Les stations ont été mises hors service ou transférées à des agences civiles. Les archives ont été en partie perdues et en partie transmises à de nouveaux services de sécurité et instituts de recherche. La question des orbites, telle que celle du 3I/Atlas, est passée de la catégorie des menaces idéologiques à celle des problèmes scientifiques mondiaux, désormais traités par des équipes internationales. Pourtant, le simple fait qu'au milieu des années 40, au fond d'un sous-sol allemand, quelqu'un ait trouvé une carte dont le tracé correspondait à près d'1 degré près aux solutions orbitales modernes pour un objet interstellaire, restait un symbole muet. Un symbole de la profondeur avec laquelle les intérêts de l'État, d'abord du Reich, puis de l'Union soviétique, s'étaient mêlés à la mécanique céleste pure. Et un symbole de la facilité, avec laquelle les mêmes lignes sur une carte peuvent être interprétées comme une menace d'invasion ou une chance rare de regarder au-delà de notre système, selon les mains qui détiennent les archives. Les rares personnes qui ont examiné de près la carte divulguée dans les années 90 ont rapidement découvert une autre bizarrerie. Les notes allemandes, dans les marges, faisaient clairement référence non seulement à des calculs, mais aussi à des sources qui n'existaient plus. Dans un coin, à côté d'une trajectoire, on pouvait lire, en corrélation avec les chroniques de l'an 1014, de l'an 684, de l'an 218 avant notre ère, et en dessous, une phrase presque effacée sur les données des observateurs du Proche-Orient. Cela signifiait que les auteurs des documents trophées ne travaillaient pas dans le vide. Ils s'appuyaient sur des siècles d'archives astronomiques et mythologiques, essayant de les assembler en une seule séquence de passage d'un objet intrusif à travers le système solaire interne. C'est précisément cette tentative d'interpolation historique qui a ensuite tant intrigué les analystes soviétiques. Elle leur a donné un prétexte pour continuer leurs recherches, non pas comme un simple test d'une théorie ennemie,
mais comme une revendication de l'héritage scientifique des observateurs anciens. Au sein du système soviétique, le sujet a lentement développé son propre jargon. Les rapports officiels utilisaient des expressions austères, telles que « objet X sur une orbite inclinée » ou « intrus hyperbolique », mais dans les conversations informelles, les officiers et les scientifiques se permettaient davantage. Des expressions telles que « pierre extraterrestre », « invité venu de l'extérieur » et parfois le terme direct « Atlas » circulaient bien avant que cet acronyme ne devienne le nom d'une étude astronomique américaine. Lors des réunions où l'on discutait des dernières anomalies observées dans l'Arctique, étranges flashs à haute altitude, impulsions radar courtes, la même question revenait toujours. Faut-il classer cela dans la catégorie intrusion ou le considérer comme un phénomène météorologique solaire? La réponse déterminait si le rapport était classé dans les archives météorologiques ordinaires ou dans le même dossier spécial où tout ce qui ressemblait de près ou de loin à la géométrie allemande était conservé. À la fin des années 60, alors que l'URSS avait déjà lancé des satellites, envoyé un homme dans l'espace et posé des sondes robotiques sur la Lune, les cartes trophées allemandes semblaient dépassées par rapport aux réalisations soviétiques. Mais c'est précisément à ce moment-là que plusieurs filles indépendants ont convergé. Les engins spatiaux enregistraient des flux météoritiques denses, les radars terrestres situés dans les hautes latitudes captaient parfois des échos non identifiés et les stations géophysiques de l'Arctique enregistraient de brèves perturbations magnétiques nettes sans rapport avec les éruptions solaires ou les tempêtes magnétiques typiques. Dans une étude classifiée préparée pour un petit cercle au sein du comité central, les analystes écrivaient prudemment. Les épisodes observés pourraient représenter des manifestations de fragments interplanétaires ou interstellaires, traversant le système Terre-Lune selon des trajectoires similaires à celles calculées précédemment. Les dirigeants politiques voyaient les choses différemment des scientifiques. Pour les physiciens, la question était de savoir dans quelle mesure les anomalies observées pouvaient être reliées de manière fiable à une orbite spécifique et si elles se répétaient. Pour les responsables du parti et les chefs militaires, un autre aspect était plus important. Un tel événement pouvait-il être utilisé par un adversaire comme couverture, comme moyen de sabotage ou comme déclencheur d'informations? Dans une note sur le rapport, attribuée à un vice-ministre de la Défense, on pouvait lire « Si une régularité est identifiée de manière fiable, la possibilité de contrôler l'information à l'échelle internationale doit être envisagée. » En d'autres termes, même une potentielle trace Atlas à 3 I barré tombait automatiquement dans la catégorie non seulement du secret scientifique, mais aussi du secret stratégique. Après l'effondrement de l'Union soviétique, certaines des personnes impliquées dans ces programmes ont tenté de rendre publique leur version de l'histoire. Certaines ont parlé de anomalie spatiale soviétique, d'autres d'un programme secret dans l'Arctique, mais presque toutes les conversations se sont heurtées au même obstacle, le manque de documents. Les archives du NKVD-KGB, où se trouvaient les cartes allemandes originales et les premiers calculs soviétiques, n'ont jamais été véritablement ouvertes. Des fuites occasionnelles, comme cette carte publiée dans un journal des années 90, ont suscité l'intérêt, mais n'ont pas fourni suffisamment de matériel
pour une analyse rigoureuse. En conséquence, le sujet a été envahi par les rumeurs et les théories du complot, où les éléments réels, le centre des trophées, les stations arctiques, les correspondances des paramètres orbitaux, côtoyaient les fantasmes sur les fusées secrètes vers un objet interstellaire. Pendant ce temps, la science mondiale a évolué. Et lorsque le 3I/Atlas a été officiellement reconnu comme un objet interstellaire, bon nombre des efforts soviétiques et allemands semblaient déjà appartenir au passé. Mais pour les quelques spécialistes qui connaissaient les anciennes cartes, les nouvelles données confirmaient que l'intuition et les méthodes rudimentaires du milieu du XXe siècle avaient effectivement mis le doigt sur quelque chose de réel. Dans des conversations privées, ils affirmaient que l'orbite de 3I/Atlas correspondait au moins à ce que les fascistes avaient calculé et que nos équipes avaient revérifié, soulignant qu'il ne s'agissait pas de mysticisme, mais de la dynamique des interactions gravitationnelles à grande échelle. La seule différence était qu'à présent, au lieu de laboratoires classifiés et de stations polaires travaillant seules, des dizaines de télescopes internationaux et de relevés automatisés observaient le ciel. Sans romantisme, toute cette piste soviétique ressemble à un produit typique d'une époque où chaque nouvelle ligne sur une carte devenait automatiquement un élément d'un jeu de renseignement et d'idéologie. Les chercheurs allemands, travaillant selon la logique des orbites d'intrusion, projetaient dans le ciel leur crainte des ennemis extérieurs et leur espoir d'armes miracles. Les superviseurs soviétiques, reprenant leur travail, voyaient dans ces mêmes calculs à la fois une menace et une opportunité, découvrir si l'espace préparait une nouvelle attaque sur le territoire soviétique ou, au contraire, une chance de démontrer au monde leur propre supériorité dans le domaine des sciences spatiales. En fin de compte, 3I/Atlas s'est avéré être non seulement un objet céleste avec une trajectoire inhabituelle, mais aussi un miroir reflétant à la fois les ambitions, les craintes et les habitudes d'archivage de deux empires disparus.